Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage, de savoir, mais surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, on commencera par les good news. Nous sommes partis à la finale nationale, 5e édition Voix des Outre-mer à l'Opéra Bastille. Pour le bien-être, nous sommes partis à la rencontre de Caïs Nabli, directeur du centre de thalassothérapie et spa d'Athénée Thalasso à Djerba. Pour la culture, il est là avec nous, notre invité Sadok Tounsi, auteur, compositeur, interprète, un grand artiste tunisien. Et il vient nous parler de son parcours et de son actualité. Et dans l'instant coaching, eh bien, on vous parlera de méchanceté humaine. Comment réagir face à la méchanceté humaine? Sadok Tounsi, bonjour. Bonjour Enda, merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs et spectatrices des RTV. Merci à toi, Enda, et à toute l'équipe des RTV. Et je suis très ravi et ça me fait grand plaisir d'être entre des jeunes, machallah, et d'être chez vous aujourd'hui dans votre plateau, et c'est un honneur pour moi. Ben pour nous aussi, hein. Vous allez connaître justement, mais je pense que vous avez suivi l'émission Tout en couleurs, donc c'est vraiment un programme de découverte, de bien-être, de joie de vivre. Alors là, on va commencer cette émission Tout en couleurs par les good news. Nous sommes donc partis à la finale nationale, 5e édition, Voix des Outre-mer à l'Opéra Bastille à Paris, qui a eu lieu le 4 février, organisé depuis 2017 par le grand chanteur lyrique Fabrice Di Falco et l'association Les Contre-Courants, afin de favoriser l'émergence de chanteurs d'outre-mer à un niveau national et surtout de leur faire découvrir l'art de l'opéra. Est-ce que vous connaissez un peu l'opéra? Bien sûr, l'opéra de Paris, j'habite à côté alors. Ah oui. Dans le 9e arrondissement, donc à 5 minutes, bien sûr. Ouais. Vous aimez beaucoup Oui, bien sûr. L'opéra, ça fait partie comme chez nous, les classiques, comme Kaltoum, etc. Surtout Salah Abdelhaï, ou bien Cheikh El-Hafid chez nous, ou bien Salih, mais plus vers vocal et tout ça, moins d'instruments vocal. Donc vocal solo, l'opéra, c'est... Il faut beaucoup de voix pour vraiment faire un opéra lyrique. Bien sûr, c'est un autre style basé plus sur très peu sur les graves et les médiums, sur l'aigu. Ouais, l'aigu aussi, donc, mais chez nous, on a, vous savez, la musique orientale et arabe, en général, l'Orient, et notamment la Tunisie, on utilise les quarts des temps. Donc, on est obligé d'avoir... C'est vrai, beaucoup de... des puissances de voix. C'est beaucoup de travail, la voix. Beaucoup de souffle aussi, au niveau du souffle. Bon, la voix, c'est un don de Dieu. C'est ça. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir une belle voix. Après, savoir chanter. Voilà. Savoir économiser son souffle. Quand est-ce qu'il faut forcer? Quand est-ce qu'il faut monter? D'accord. Parce qu'on peut forcer, on pète ses cordes vocales. Donc, c'est pour ça qu'il y a un maître de chant. D'accord. Même pour les professionnels chanteurs que je suis, interprète, je suis obligé d'aller voir un maître de chant pour m'accorder. Déjà, comme moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de chanter, donc j'ai jamais fait, entre parenthèses, je l'avoue, parce que ça coûte des pépettes aussi. Donc, c'est pas une séance, donc travailler ma voix. Surtout, et il faut échauffer, savoir échauffer les vocalises. En général, ça dépend. Je mets 2 minutes. Il suffit que je fasse un refrain 2. Mais il faut travailler sa voix pour la durance du concert. Parce que tu peux faire un concert de 3 heures et tu risques de rouiller ta voix. Oui, exactement. Ça veut dire élastiquer les cordes. C'est comme un muscle, comme un sportif. Bien sûr, bien sûr. Un footballeur, s'il ne s'entraîne pas une semaine, il va taper un ballon, il va avoir les adducteurs ou un déchirure. Eh bien, les cordes, pareil. C'est la même chose. Il faut les muscler. Il faut travailler tous les jours, en fait. Oui, absolument. Tous les jours, la voix. Il faut courir le matin et après, ça dépend. Il y en a qui chantent le matin, ils sont bien, leur voix est... Il y en a qui, c'est l'après-midi. Donc, il faut courir, faire des sports, et protéger, et dormir aussi, bien sûr, et travailler sa voix. Alors, Sadok, il y a eu, lors justement de cette 5e édition, plus de 12 candidats amateurs ou professionnels qui viennent de Martinique, Saint-Barthélemy, La Réunion, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis et Futuna.
Donc il y a aussi la présence d'un jury professionnel présidé par Richard Marté, critique d'art lyrique. Et lors de cette soirée, eh bien, a été décerné le prix Voix des Outre-mer et le prix Jeune Talent. Alors il faut savoir que tous les chanteurs ont été accompagnés au piano par la grande pianiste chef de chant, Kazuko Iwashima, sans oublier la présence de la ministre de la Culture, Madame Rima Abdul Malak. On regarde ensemble.
alors Sadok, comme vous avez vu, toutes ces voix hein, de jeunes, il y avait même des très jeunes, hein, comme on voit, et c'est vrai que c'est difficile de chanter aussi bien. C'est vrai qu'on frissonne hein, lorsque c'est bien chanté, c'est magnifique. Bah, vous savez, l'artiste, en général, il a le trac toujours. Même quand on est pro, même quand on sera le vieux de la vieille. Ouais. Le trac, on l'a. Après, c'est avec l'expérience. Maîtriser sa peur. Enfin, c'est pas une peur, mais c'est la première fois, surtout. Pour ces gens-là, pour la première fois, ils se trouvent avec un grand pianiste, des pointures d'un palais au niveau, les chemins, il est connu. C'est comme moi, vous allez me mettre un chanteur d'opéra devant Bavarotti, qui est là dans le public, rien que dans le public. Donc, vous voyez. Donc, mais on voit le voix à travers même le tract et tout ça, on sait reconnaître les talents. C'est ça, exactement. Des fois, on peut chanter. Ouais. Juste, enfin, chanter avec la voix qui tremble, on va dire, mais on sait reconnaître s'il a la voix, s'il peut aller loin. C'est ça, exactement. Mais ça, c'est un professionnel qui peut reconnaître ça. Bien sûr, bien sûr. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'opéra. Oui. Mais, mais ça se ressent aussi. Ah bah... Au niveau de la voix, par exemple, on voit lorsque ça tremble ou pas, ou lorsque c'est fluide, lorsqu'il monte aussi. Lorsqu'il monte au niveau de la voix des aigus ou des graves, on voit que là, on sent quand c'est vraiment travaillé ou pas, parce qu'il faut travailler le souffle. La musique, le chant, l'art, c'est un cri qui vient du cœur. Voilà, exactement. C'est un cri, comme j'ai dit dans ma biographie qui me présente, comme il dit Bernard Laville, la musique qui vient d'ailleurs. Moi, je lui dis, c'est la musique qui vient du cœur. C'est un cri qui vient du cœur. Ouais. On chante le bonheur ou la joie, ou on joue. Donc, quand on a l'oreille musicale, on le ressent tout de suite, on capte. C'est ça, exactement. Ça nous frissonne. En fait, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça nous fait frissonner parce que ça parle à l'âme. C'est l'âme, en fait, qui... Comme je vous dis, l'âme, elle est reliée à quoi? Elle est reliée au cœur, oui. Et le cœur, il y a quoi dans le cœur? Il y a l'amour, la joie, le bonheur, l'amitié. Toutes les belles... Il y a des belles choses et des mauvaises choses. Oui, exactement. Il y a la jalousie, il y a de la haine. On a tout. Il n'y a que les gens saints qui sont des prophètes. Moi, je suis croyant. Tous les prophètes réunis, ils n'avaient pas ça. Ils étaient au service de l'humanité. Nous, non. Mais c'est avec notre éducation, notre expérience de la vie, c'est à nous de gérer. Moi, vous croyez que je ne suis pas jaloux? Ma jalousie, vous me dites, mais pourquoi lui? C'est humain. Mais voilà. Mais j'ai dit, oh là là là. Voilà. Stop. Fais mieux. Voilà. C'est ça, oui. Mais je pense qu'on doit apprendre en tant qu'artiste à être dans cette ouverture, mais aussi cette humilité, d'acceptation. Bien sûr. Qu'il y a un temps pour tout. J'accepte un jour, il y a avec toujours le travail. Plus fort qu'il soit. Oui, bien sûr. Mais avec le travail, on arrivera justement à ses rêves, à ses objectifs. Donc ça prend beaucoup de temps parfois. C'est dur. Et puis après, c'est en fonction des belles rencontres aussi. Vous savez, moi, avec l'expérience que j'ai eue, parce que je chante depuis 80, enfin, je suis dans le milieu musical, une partie en cachette, et après, Dieu merci, j'ai pas choisi carrière solo. Oui. Moi, dans ma petite tête, là, quand j'étais adolescent, gamin, mineur et après majeur, je suis arrivé mineur en France, mon rêve, c'est de créer un groupe et partager. Ouais. Et on ne peut pas applaudir un main tout seul. Ben oui, c'est sûr. Donc, je voulais partager. Vous voyez? Je voulais transmettre et apprendre. Transmettre, j'étais jeune, je ne peux pas transmettre beaucoup. J'avais le don. Ouais. Je sais que j'avais la voix. Mais il me faut lire, parce que la musique, moi, je ne suis pas, au niveau solfège, je ne suis pas un gros musicologue. C'est un handicap. Mais autodidacte. Vous avez appris par vous-même. Oui, j'ai l'oreille. Oui, c'est ça. Ça veut dire que je travaille avec, par exemple, un compositeur. Quand j'écrivais pour Quartier Jour, les gars, ils chantent en rock. Jazz, rock. Enrhumé, qui s'appelle Rachid, avec quelques mots français. Je travaille test. Comment je vais le travailler, moi, avec un compositeur sol, do, ré, mi, fa. Ah oui. Je veux dire quoi, moi? Eh bien, je joue, stop. Ici, je peux faire. Mais attends, on va enregistrer. Et bon, hop. Comment t'as fait? C'est ça, c'est l'écoute. L'oreille. Et l'intuition aussi. Oui, quand on aime la musique. Moi, j'aime. Moi, à l'époque, vous me parlez d'Abd Halim, même quand s'il y a un nom en plus, tac, je le capte. Donc, j'écoutais beaucoup. C'est un berceau où je suis né dedans. Mais après, j'ai choisi la musique tunisienne. Parce que je voulais faire quelque chose pour moi. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que c'est la musique tunisienne qui me touche le plus. Ouais. Tous me frissonnent, mais
en particulier notre musique. Donc, pour revenir juste à ta question, je partage bien sûr, mais j'ai beaucoup appris. Oui, bien sûr, on apprend de tout le monde de toute façon. Ils m'ont beaucoup donné. Ouais. Pas, on va dire, les concurrents. Ça veut dire qu'on joue avec les musiciens, et tout ça, ils se donnent. Donc, oui, bien sûr. Et moi, je prends. Oui, mais c'est ça le plus important, voilà. Mais après... Vous retransmettez. Obligé. C'est ça. Parce que si en fait, il faut que ce soit fluide. Il faut que ça passe. On ne peut pas mourir avec son art, oui. ou avec son génie. Il faut pas savoir si on veut marquer l'histoire. Et si notre objectif dans la vie, c'est pour avancer, pour apporter quelque chose à l'humanité. Exactement. Vous qui êtes amoureux de la Tunisie, je vais vous emmener en Tunisie. On va passer donc au bien-être. Et là, nous sommes partis à la rencontre de Kaïs Nebli, qui est directeur du centre de thalassothérapie et spa d'Athénée, Thalasso à Djerba, situé au bord d'une très belle plage de Djerba, avec un choix immense de soins de bien-être, rien que pour votre plaisir cocooning, parfum de jasmin, sable chaud, aux portes du désert, tout cela seront au rendez-vous, rien que pour les curistes venant du monde entier. On regarde ensemble. Dans la rubrique bien-être, nous sommes à Djerba maintenant avec Kaïs. Bonjour Kaïs. Bonjour. Soyez les bienvenus en Tunisie, Djerba, pour les amoureux de la thalassothérapie. La meilleure adresse en Tunisie, le Radisson Blue Palace, l'Athénée Thalasso Spa. Une expérience, une expertise de plus que 20 ans dans le bien-être et de la thalassothérapie. Quels sont les soins que vont chercher les curistes justement dans cet hôtel-là? Alors, il y a la thalasso classique avec orientation arthrose, rhumatisme, jambes légères, relaxation. Là, il y a plus de demandes sur tout ce qui est bien-être avec la combinaison du spa. On fait introduire des activités comme du yoga, le studio pilates, en combinaison avec la thalasso, les bains, les algues, la boue de la mer morte, la boue chauffante. Et puis des massages du monde entre l'Indien, le Japonais, le balénais, dont on travaille plus la circulation énergétique, on travaille plus le méridien. On est plus sur tout ce qui est organes internes pour distresser le burn-out, etc. Donc, permettre vraiment un relâchement, un lâcher-prise total. C'est tout à fait un lâcher-prise total, que ce soit physique, moral et psychique. Donc on travaille l'ensemble, l'externe et l'interne à la fois. Alors, on a eu le Covid. Est-ce que maintenant, il y a de plus en plus de touristes, justement pour ce tourisme de santé, qui viennent dans votre hôtel ? Après Covid, il y a plus de montée du besoin de se ressourcer qu'avant. Actuellement, les gens, sur la période de confinement, se rendent compte qu'ils bossent, qu'ils sont pris toute la journée, ils donnent des prestations, ils font attention à leurs enfants, leurs familles, etc. Personne ne prend soin d'eux. Au moment du confinement, on est tous enfermés, on a tous besoin de se ressourcer. Et juste après les déblocages du Covid, les gens sont plus demandeurs de soins de bien-être, de relaxation. Alors, on va dire, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui viennent ici ou c'est tout âge? Alors, les personnes âgées, c'est une habitude de la thalassothérapie. Ils sont habitués par 2 cures par an. Une l'automne, l'autre le printemps. C'est au changement de saison qu'il y a plus de besoin de faire la cure thalasso. Mais de plus en plus, on voit des jeunes et même des ados qui sont plus de demandeurs de soins à la carte, des massages, du rituel de monde, du rituel avec des produits naturels, du produit bio. Donc on est plus dans la tendance bien-être, des expériences sur du mi-journée, du jour, un week-end, pour déstresser, pour changer d'air, pour prendre une bouffe d'oxygène, pour recharger les batteries, etc. Alors Kaïs, en 3 mots, pourquoi venir au Radisson? Le Radisson, c'est une adresse où la prestation du service, le confort, le luxe, l'attention, notre centre d'intérêt, c'est le client. Notre slogan, c'est « Yes, we can ». Notre savoir-faire, notre expertise, c'est reconnu à l'échelle internationale. La qualité est garantie sur une prestation dans un hôtel Radisson. Après aussi, il y a l'expertise de la thalassothérapie.
En Tunisie, l'Athénée Thalasso, c'est un centre qui a été fondé par la dame de Thalasso, Marie-Noëlle Vie, en 1998. Cette expertise à la française a continué pour des années et on collabore énormément avec des boîtes françaises. Donc on a ce savoir-faire qui est acquis déjà et qui est consolidé d'une année à l'autre avec des nouveautés, des soins. Donc on est dans le dynamique, on est vive, on est toujours à l'attention et au détail de prestations du Thalasso. On a gagné en 2015 la meilleure destination en Méditerranée. On est labellisé SPA, c'est une association française. On est labellisé sur le cristal international Intertech en termes d'hygiène écologique. Et là, on prépare la certification du centre en ISO 17680. C'est une certification internationale en ISO qui sera bientôt annoncée pour l'Athénée Thalasso Djerba. Donc on est toujours dans les standards, dans le haut de gamme, on est toujours dans les détails, dans l'hygiène, etc. Merci beaucoup, Caïs. Ça fait grand plaisir et c'est un plaisir de passer avec votre chaîne et d'avoir parlé de la thalassothérapie en Tunisie. Merci, Djerba. Donc là, hein, ça donne envie. Djerba la douce, ça donne envie cette... C'est à côté de chez moi, c'est un vélo. Ah oui. Je suis de Zarzis, moi, donc oui, il y a juste un pont qui nous relie. Ouais. Et en plus, là, tu me donnes une adresse, je vais aller me remettre en remise en forme, pourquoi pas. Oui, là, les bienfaits de la thalasso. Djerba, c'est une petite paradis sur Terre. Ben oui, et avec ces belles plages, ce sable chaud, ça donne envie. On ne l'appelle pas l'île des Rêves pour rien. Oui, c'est ça, exactement. D'ailleurs, quand on dit l'île des Rêves, après, il y a Zarzis, c'est presque une île. La mer est autour de trois côtés. Bon, certes, il y a moins des hôtels, mais ils ont les plus... Oui, mais Zarzis a de très très belles plages aussi. Ah, c'est les meilleures plages, c'est vrai. Si on compare de toute la Tunisie, c'est le meilleur, à condition de travailler, parce qu'il est encore sauvage, comment dire. Dommage. Il faut dire la vérité, c'est pas que je défends la vie natale. Mais Djerba est transformé avec la francophonie, au niveau de l'infrastructure, c'est incomparable à Zarzis. Il faut dire la vérité. Et ces gens-là aussi, ils travaillent. Il faut les reconnaître. Exactement. Et je tiens à travers votre mission, de les saluer, parce que je me considère, quand je suis chez eux, je me considère djerbien, entre parenthèses. Et voilà quoi. C'est vrai qu'on se sent à l'aise. Et puis les restaurants avec des poissons. Mais moi j'en ai fait des mariages. Oui, là-bas. Avec Habib Jbel et Faisal Blati et à son âme, le frère de Najat. Je suis l'ami de la famille. Il m'appelle pour les mariages quand j'ai descendu de vacances. Il me dit viens, on a un mariage tel. Alors après il m'oblige à chanter et ça finit à 7h du matin. Les gens ils disent j'imagine. Et je chante pas de l'accent sud parce qu'ils Djerbia ils ont une musique spéciale, on appelle ça Shela. D'accord. Et Shela, c'est typiquement Habib Jbali, Hassan Baklouti, à son âme. Bon, j'essaie un petit peu. Si tu viens chez eux, il faut savoir chanter ça. D'accord. Parce qu'ils ont une oreille, c'est des gens, c'est comme les gens de Bizerte, le public les plus difficiles. Si tu passes à Djerba, ça y est. Si tu arrives à chanter 3-4 chansons style djerbien, c'est tout gagné là. Eh ben moi, je commence par une chanson au dé, après, parce qu'il me ramène pour chanter les chansons tunisoises. Parce que, tu vois, شوية مزود, شوية un peu de mizoued, un peu de watari. Mais ils veulent des tunisois. Et c'est des gens vivants. Djerba, c'est beau. Bah, en fait, c'est une famille, hein. À Djerba, ils se connaissent presque tous. Hein. Comme Zarzis, c'est comme... c'est ça, hein. Comme ça nous rappelle aussi à Tunis, à l'époque, comme à Sfax. Tes parents, je crois que Sfax, j'ai de la famille, moi j'ai ma famille qui soit sans Sfax, parce que nous on les partage. Donc à Sfax, moi je me rappelle, le matin, la famille Sadak, mais ils se connaissent tous. Les Sfaxiens, les gens qui vivent en Sfax, Karknate. Ah, Karkna. Ah là. J'ai des amis. Sadak, on va passer justement à la rubrique culture avec vous. Donc, grand artiste. Compositeur, écrivain, interprète. Et c'est vrai que, parlez-nous un petit peu, on va apprendre à vous connaître, de votre parcours professionnel. Comment ça a commencé? Bon, moi, j'étais, comment dirais-je, j'habitais Tunis, un quartier où il y a toute la musique. Je ne sais pas si tu as entendu parler, je mets le sourd dans le temps. Le sourd, c'est
C'est un quartier où il y a tous les artistes qui se rencontrent. D'accord. Derrière Hafsiya, enfin Bab Saadoun, Souiqa et tout ça. Tennis, quoi. Oui. Bab Jdid, tout ça. Torbat el Bey, tous ces. Mais il y avait un coin. Et elle n'était pas loin de où j'habite moi. Et tous les artistes allaient là-bas. Ali Riah et tout ça. Mais Allah yarham, moi je n'ai pas connu Ali Riah. Maintenant, je connais Hamza, mais je ne le vois pas, mais j'étais jeune. Donc j'allais traîner avec mes potes et tout, et longtemps. Des fois, le gars dans des petits bureaux, boutiques. Il y en a l'autre qui joue le mizouad, l'autre le zokra, l'autre le tabla, l'autre le tsma kaman, le violon, le oud, le ghna. Et c'est comme ça. Après, bon, à 7 ans, mon père, il a vu mon père qui s'était. Il voulait retourner dans son ville natale, quoi, et tout. Apporter son aide à sa ville aussi pour la construction, c'est un grand maçon. Je suis arrivé à Zarzis, bon, c'est autre mode de vie. J'ai du mal à m'adapter au départ. Oui, parce que vous étiez à Tunis, où à là, Tunis, c'était vraiment voilà, une autre atmosphère, et là, vous arrivez à oui, parce que mes parents, et, bon, moi, et par l'intermédiaire d'un jeune qui l'ont s'occupé de lui, enfin, il me dit, il me montre des journaux, il me montre des visuels, il me dit, Zarzis, c'est la capitale. Ah bon? Il me dit, bah, c'est pour me baratiner, parce qu'ils savent que je fume beaucoup. Bah oui. J'étais un peu un garçon diable quand j'étais jeune aussi. Ouais, j'étais. Turbulent. C'est-à-dire, bon, tellement gentil serviable, mais comme là-bas, c'est des quartiers à tennis, t'as pas de cousins, de frères, tu prends dans la gueule. Donc, j'ai tellement pris, après, j'ai commencé à. Voilà. Après, pour vous défendre. Voilà. Et je suis arrivé à Zarzis, autre style, autre culture et tout ça. Mais mon père, il m'a pas laissé partir capitalement pour les vacances. Il a peur, l'âge de l'adolescence. C'est normal. À Zarzis aussi, j'étais obligé de m'imposer avec la force. Ça veut dire j'avais la mentalité de tennis, donc je tape le premier, après je tape sur moi. Il suffit d'un regard, je ne connais pas. Ils ont une langue différente. Oui, c'était difficile pour vous, l'adaptation. À tennis, par exemple, je dis, excusez-moi, je vais dire en roubaix, si vous permettez. Si c'est une insulte, non. Non. Et j'ai un collègue. Avec je اتكلم فيه انا Zarzis اتكلم فيه اني. Tu vois, c'est juste pour ça. Donc, moi, j'ai rigolé quand ils parlent comme ça. Des accents différents. J'ai rigolé, donc pour eux, c'est pas bon. Ah oui, ils pensaient que vous vous moquiez d'eux. Donc, c'était. J'ai mis 3 ans, 4 ans. Mon grand-père, il m'a dit, un jour, t'es griffé partout, là. Je suis parti, il a bien donné, parce qu'il a fait la vraie. J'ai dit, oui, mais j'ai pris pas. J'ai pris plein de coups. Oui, parce qu'à tennis, on dit Azizi et Zarzis sont des Jiddi. Alors, des fois, je lui dis Azizi, oui, mais comprends. Elle m'a dit, Asma. La prochaine fois, tu serres les dents, tu galoutes le brousse à la tête. Eh bien, tu tapes le premier, comme le mouton. Voilà. Et après, alhamdoulilah, je suis faire des amis, parce qu'ils m'adoraient après. Moi, j'ai pas de frère, donc j'ai partage. Même j'ai rien, je donne. Donc les gens, après, ils ont compris. Oui, bien sûr. Et après, ils ont appris à vous connaître. À me connaître, parce qu'ils disent, ouais, mesquin, il n'a pas de frère et tout, il est généreux, ta vie, il y a certains casse-croûtes, tu nous payes tous, parce que ma mère, elle me gâtait, puis à son âme, j'étais le seul garçon. Mon père, il était dur. Et il m'a lâché partir à 15 ans. Et là, c'était le déclic pour moi. Là, c'était l'étincelle. Pour la musique. Pour la musique, pour tout. Revenir après tant d'années de tennis, c'était ouf. J'adore Zarzis, mais j'ai dit, Zarzis, c'est bien l'hiver. L'été, je préfère pour les musiques, pour le chir. Hein. Ah oui, c'est pas pareil. Tennis. Oui, bien sûr. Donc, j'étais dans les mariages et tout. J'ai écouté beaucoup de musique. Le montée de Hadi Habouba les années 78, tout ça, j'étais aussi bercé par ça. Plus le Ouattari, puis à son âme Qasim Kafi, Safwa, Naama, tous les grands, quoi, Zouhaïra Salem. Vous les avez tous rencontrés? Oui, Ahmed Hamza, c'était des gros cylindrés. Et d'un côté, la musique. Et je commence à chanter, à apprendre. Je suis reparti faire mes études derrière Zarzis. L'année après, mon père, il m'a lâché encore. Alors, donc là, j'ai dit, il faut que j'aille à Al-Rachidia. Cette fois, la journée, j'apprends la musique et le soir, si je peux faire des mariages. Alors, mes potes, ils me disent, ouais, il y a un petit orchestre qui galère, mais je deviens. Alors, c'est pas possible, quelle voix qu'il a. Ils m'ont appris comment je chante. Alors, je faisais des numéros, ils me donnaient un petit but. Bon, c'était pas ça que j'ai cherché. Et un jour, j'ai dit, je vais aller à Al-Rachidia. J'étais là, j'ai écouté, et un jour, il m'a attrapé le surveillant, la SES, en Goury. Il m'a fait mal. Il a un petit caillou, il le mettait, je connais ça. Il m'a fait mal, et je pleurais, tu vois. Et Ouanas Karayeb est passé un grand compositeur qui s'occupait d'une émission de musique qui s'appelle Noujoum al-Ghad. C'est comme les stars de l'Académie Star et tout ça. Et pourquoi il pleure, le garçon? Lâche-le et tout ça.
qu'est-ce que t'as? Je dis, ouais, moi, je voulais écouter, je voulais apprendre la musique. Moi, j'ai une belle voix, ils me disent et tout. Nanana. Ah ouais, t'as une belle voix, t'es sûr? Tous me disent ça. Bah écoute, tu sais quoi? Va me chercher par ici, il y a un khadra. Tiens là, et viens, laisse-le. Bon, je le cherchais et tout. Il a le oud, il sortait son oud, il y avait un musicien, Qanoun, 3 ou 4 musiciens. Je dis, c'est des grosses, c'est des maîtres, c'est même pas des. Parmi eux, à l'époque, Hassan al-Gharbi, Allah yarhamou, Gronk, Qanoun, il accompagnait tous les Oulaya, tous les stars. Des fois, il venait, Kalthoum, il est monté avec un, le deuxième Qanoun, tu vois, c'était. Ah ouais. C'était un rêve, moi, j'ai dit. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Je dis, Ronait, je sais chanter à l'Irihi. Sidi Ali, et toi? Il s'est rigolé comme ça, il dit, vas-y, ben comment, c'est quoi là? J'ai dit, Aïch min ghir amal fi hubbak. Ta'dib sahari min ajak, c'est pas ce que je connais. Et ça donne quoi? On peut écouter? Aïch min ghir amal fi hubbak. تعذيبي وسهري من أجلك واللي جرح لي عيني إنك ما تسألش عليا واللي زاد على ما بيا واللي زاد على ما بيا يا ناري يا ناري ما زلت نحبك لا 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 دي لا 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 لي لا 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 ما عادش تقرا جواباتي ولا دمعاتي ولا آتي ما يحرم عليا كما زلت نقول نحبك الموت وما زلت نحبك واللي جرح لي عيني إنك ما تسألش عليا واللي زاد على ما بيا يا ناري يا ناري ما زلت نحبك. Ali, c'est d'Ali, c'est paix à son âme, c'est un grand répertoire. C'est comme un peu l'opéra tunisien, mais c'est. Ouais. Il faut avoir. Et moi, je suis pas entraîné, tu m'as pris. Ah oui, donc comme avec ça. La rue, j'ai essayé, mais c'est pas facile. J'ai même pas chauffé ma voix, tu vois, mais bon. Ouais. C'est comme ça. C'est beau, en fait, c'est très beau et c'est beaucoup de tristesse. Ben, c'était une chanson qu'il envoie à sa chérie autrement. Qu'elle ne calcule plus, elle lit pas ses messages. Et il disait au moment donné, ما عادش تسمع نشيدي. نشيدي, ça veut dire, c'est comme une hymne, mais une hymne. لا أهاتي ولا تنهيدي. أعمالي وعملت بيدي. هذا أعمالي, c'est ma faute. C'est pour ça que j'ai mélangé le texte, je m'excuse parce que je suis ému, moi, quand je chante à Sidi Ali, c'est... Ça se voit que vous êtes ému. Mais j'arrive pas, j'ai forcé, j'arrive pas à trouver la voix, la vérité, je suis désolé. Non, franchement, je ne cherche pas, je m'excuse. C'était très bien aussi, parce qu'on voit, parce que j'adore cet artiste-là. On ressent les émotions et beaucoup de tristesse dans la voix. Je l'adore, moi, quand je le vois... Vous avez grandi avec, je pense. Hein. Bien sûr, quand il est mort sur scène, en plus, c'était sa désir. Donc moi, quand je le vois, je pleure. Ouais, je dis parce que c'est un artiste, il n'a pas eu assez de sa place. Ouais. Il a été beaucoup critiqué d'une famille conservateur, pas très riche mais cultivée. Donc c'est comme un peu mon histoire, un petit peu. Pas beaucoup parce que famille dure, ils l'ont pas accepté pour qu'il y ait de chansons tard. Donc il a du mal à acheter. Ils achetaient des frites, mais comme il disait c'était italien et tout, c'était incroyable. Pour s'habiller, tu vois. C'est sûr. Et jusqu'à rencontrer les géants de la composition d'Égypte, les grands, Mohamed Abdelouab. Et il a dit, mais qu'est-ce qu'il va nous chanter celui-là? Et c'est un musicien, il n'a jamais lu le solfège. Et le pire, c'est quand il chante à l'Irih, il crée une chanson, il donne à l'orchestre, il se tire les cheveux parce que même chacun il a son rôle. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. C'est un mec qui compose avec le tar. Tu sais, le tar, c'est quoi?
C'est le petit truc rond avec des cuivres, un petit rondelle. Ah, oui. Ouais. Et ben il joue ça faux, mais il donne au guitariste, au pianiste, enfin au clavier, le nail. Chacun. Ouais. C'est incroyable. On dirait que un magicien. c'est pire qu'un compositeur. Un compositeur mais taillé. En plus, il fait une chanson qui a cartonné, qui était rechantée par Olaya, qui est Mohamed Adouab. Il a dit heureusement, vous n'êtes pas un compositeur professionnel, sinon tu vas nous priver de notre part. Ouais. C'était Yalli Dhalemni wa Ruh Ma'ak. Ouais, c'est beau. Vous le connaissez cette chanson? ياللي ظالمني والروح معاك انت تسألني ابدا انساك انت تسألني ابدا انساك لما احكي لك علي محيرني ولما اشكي لك تبعد عني والروح معاك معك معك ترندر معك معك ترندر معك معك يلي 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 ظالمني. En plus, il a composé à la manière égyptienne. Ah ouais, ça doit être très. Il n'a pas fait, madame. بيت الشعر هي على الرقوبة الاستيلتي بيت الشعر هي على الرقوبة بيت الشعر هي على الرقوبة عشنا فيها اتنين 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 انا ومحبوبه tu vois l'ibda d'un truc tunisien typique. Ouais, il est passé. Il est Fazani. Ouais. C'est un mec un génie. Il peut c'est ça. Il passe d'une musique et ce n'est pas un copieur, c'est à lui. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça, Ali Riahi, pour moi, il devrait être star mondial. Comme on dit mondial, c'est-à-dire comme Abdel Halim et tout ça. Je suis désolé. J'adore Abdel Halim. J'adore. فهمت؟ plein de chansons, j'ai chanté سواح لو حكينا يا حبيبي زي الهوى. J'adore, j'ai kiffé Faïd, j'ai kiffé Abdouab, Salah Abdel Hayy, les maîtres de ces gens-là. Mais nous aussi, on a Béram Tounsi qui a écrit pour ces gens-là. Vous voyez? Bien sûr, mais malheureusement, l'artiste tunisien, on ne lui donne pas sa valeur en Tunisie. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est encore pire maintenant. Je parle depuis les années 60. Mais c'est important, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, là, vous êtes sur RTV, la télé française. Donc, ce qui est important, c'est de vous montrer de plus en plus dans les médias français pour vous donner justement cette légitimité et vous permettre de montrer votre talent et votre vécu. C'est pour ça que c'est important justement de connaître le parcours de l'artiste, parce que généralement, c'est un artiste qui a beaucoup souffert, beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'artistes qui ont beaucoup souffert. Et là, je vais vous embarquer dans l'instant coaching. L'instant coaching, aujourd'hui, le sujet, c'est la méchanceté humaine. Comment réagir face à la méchanceté humaine? Je pense que vous avez vécu beaucoup de méchanceté humaine, comme pas mal de personnes. Hein. On a connu la méchanceté humaine au travail, même dans la famille, même dans le cercle proche, des fois des personnes qu'on ne connaît pas et qui essaient de s'identifier à nous, mais qui nous font du mal, qui veulent nous rabaisser, qui veulent nous blesser, qui mentent à notre sujet aussi. Et c'est vrai que ça fait, pour salir notre réputation, ça fait mal, ça fait très mal. Alors, on se dit comment faire pour réagir face à ça? Alors, ce qui est important, c'est de se poser les bonnes questions. Pourquoi, par exemple, telle méchanceté, tel mot me fait aussi mal? Qu'est-ce que ça... Quelle est l'émotion en fait qui ressort le plus? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la souffrance? Donc, est-ce que réellement vous pensez que ce qu'a dit l'autre, c'est la vérité sur vous-même? En réalité, non. Ces critiques ne regardent que la personne elle-même. Mais ça ne reflète pas qui vous êtes. C'est son point de vue à elle, mais pas le vôtre. Ça ne doit pas être le vôtre. Et ce qui est important, c'est surtout d'éviter de croire en ce qu'elle dit, en cette méchanceté. Parce que lorsqu'on croit aux méchancetés, aux critiques,
eh bien, qu'est-ce que ça va faire? Ça va se cristalliser au niveau de votre corps, de votre inconscient, et ça va créer l'auto-sabotage. Et après, vous allez avoir un manque de confiance en vous. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de pouvoir vous libérer de ces émotions de tristesse, ces fausses croyances. Prenez aussi de la distance avec les jugements anxiogènes, les jugements négatifs. Le plus important, en réalité, c'est vous. C'est ce que vous pensez de vous et pas ce que pensent les autres de vous, c'est-à-dire les personnes jalouses, malveillantes. Ce qui est le plus important, c'est vous. Un exemple, je ne sais pas si vous avez connu ça, cette méchanceté où on vous a critiqué. Beaucoup. Beaucoup. Oh là là. Ouais. Donc, avant de... parce qu'on a coupé sur moi. Donc, je suis arrivé en France en 97 ans et je commençais à fréquenter les cafés arabes. À l'époque, c'était la musique partout, chez nos frères algériens. Donc, je connais personne, donc j'ai commencé à faire doucement. Et après, j'ai connu Belleville, donc par les patriotes tunisiens, Maurice Mimoun, Kahlaoui, paix à son âme. Maurice Mimoun, c'était qui accompagnait Olaya, c'est un grand violoniste. Kahlaoui, c'était un musicien et un chanteur qui est le patron de Bataclan, pas mal de trucs. Je commence à connaître Baby et tout ça, le Mezou et tout. Donc, quand je chante, il me dit, mais. Et après, je commence à faire quelques cabarets ciblés, libanais à l'époque, tout. Jusqu'à après, j'ai dit, il me faut un groupe. Et il me faut quelqu'un qui parle mieux que moi, parce que j'ai l'accent français, je bégaye, je parle vite, d'ailleurs, toujours, mais bon. Et j'ai eu beaucoup de difficultés, mais j'ai travaillé, et c'est comme ça que j'ai accès avec Barclay, avec mon des invités qui est cuisine française, que je connais une de ces femmes, à l'époque américaine. Et c'est comme ça qu'on a atterri en 88, chez 85, on a signé chez Barclay le premier contrat, et puis c'est parti. Vous êtes tout un livre, Sadok, il faut plus qu'une émission pour vous. Mais là, on va revenir justement à cet instant coaching qui est très important sur la méchanceté humaine. Comment vous réagissez? Par exemple, moi, quand j'étais à la télévision française, donc j'étais obligé de passer, pousser les gens, parce que c'est un mur. C'est pas que j'ai dit le français. Et c'était trop conservateur, c'est tout. Il y en a des racistes. Mais les Français, il faut le connaître aussi. Moi, je travaille avec tout. Il y a des gens bien aussi, bien partout. Oui. C'est un pays de droits de l'homme, quand même. Ils ont inventé pas mal de choses. C'est vrai, on nous avait colonisés, mais il ne faut pas non plus... Quand ils me disent, les journalistes français, parce que moi, j'étais connu grâce à les médias français, et grâce aux médias en France. Moi, en Tunisie, à l'époque, ils ne me connaissent pas. À part les médias, ils ne me connaissent pas. Le papier tunisien, je n'ai jamais passé. Ils ne m'invitent pas. Maintenant, on va vous inviter. C'est-à-dire, c'est pas question, ils ne veulent pas m'inviter. Ils ne me connaissent pas. Oui, c'est ça. C'est des feignants. Oui, en fait, ils ne vous connaissent pas. C'est des professionnels, mais c'est des feignants. Un journaliste, par exemple, ou en télévision tunisienne, il ne vient pas faire les reportages maintenant. La télévision française, quand elle a commencé à y avoir plein de musique, il y avait des reportages dans les Barbès, dans tout ça. C'est comme ça qu'ils m'ont découvert. C'est vrai, grâce à Nadia Samir, que je la remercie. D'ailleurs, quand elle a fait, c'est elle qui a créé l'émission de Nuit de Ramadan, mais après, bon, mais notre histoire. Oui, c'est sûr. Allez, parlez-moi de la méchanceté. La méchanceté, il y a plein de gens que je les ai aidés. Je les pistonnais parmi des stars. On ne va pas citer les noms. Non, des rails. Ils ne m'ont pas calculé. Comment vous l'avez ressenti? Mais je suis plus respecté dans la population algérienne. Je tiens à saluer ma communauté, c'est grâce à eux que je suis revenu à la musique encore. Si je suis revenu après, dès 92 jusqu'à 2016, c'est pour les Algériens, les Tunisiens et les Marocains, et quelques Libanais et Égyptiens qui vivent en Europe et à travers les mondes. Qui vous ont aidé? Qu'ils étaient là, qu'ils me... Vous savez, une fois, pour parler de la méchanceté, j'ai participé dans une soirée à le cirque d'hiver. Les musiciens, j'avais un seul Tunisien. Il y avait des Algériens, il y avait des Marocains et des Français. Les Français étaient malades vraiment, mon guitariste. Sur les 8 formations, je me trouve avec un Drapki. Ils ont payé les musiciens triple prix pour qu'ils ne viennent pas, sous prétexte d'autres accidents. Je me suis trouvé avec Darbouka devant 1600 personnes. Tout seul? Tout seul. Et vous avez fait quoi? J'ai pleuré, j'ai dit au peuple, le public, j'avais larmes un petit peu. J'ai envie les gens malgré les lumières. J'ai dit, écoutez, je suis là, j'ai le temps de chercher une orchestre, mes musiciens, il y a un problème. Même moi, je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y avait pas de portable. Ils m'ont dit, et je voyais les gens. Parce que moi, les gens, ils ont oublié qu'ils m'ont fait du mal, que moi, quand je passe à la télé et tout ça, ils me voient, j'amène la télé et tout avec moi.
Je marche à pied, j'y vis à côté de Barbès. Donc les gens, il y a des Barbès de Belleville, il y a les 1000 personnes, nous, ils me connaissent personnellement. Oui, bien sûr. Ils me disent, nous sommes les musiciens en Roubaix, chantez-nous. Et j'ai chanté, en attendant que mon manager il a contacté des musiciens, ils sont arrivés. J'ai chanté pendant 48 minutes, les darboukas, les joliou, tout ça, et les musiciens, ils sont arrivés, ils branchaient l'enregistrement, et encore, je leur donné 1h30, mais carrément. Bah, en fait, entre guillemets, ce malheur, il y a eu du bonheur. Ah, bien sûr. Et vous avez vu la bienveillance du public. Bien sûr, parce que moi, j'ai pas fait la musique pour m'enrichir. Oui, c'est ça. C'est pour transmettre du bonheur aux autres. Et toujours le bien, il triomphe sur le mal. Mais oui. Et ça ne m'a pas empêché de faire du bien encore. Bien sûr. Et pour vous dire que beaucoup, ils m'ont fait de la méchanceté. Justement. 80% de mes relations dans le milieu musical. Vous ont fait du mal. Bien sûr, même des musiciens qui. Je pense que c'est dans tous les domaines. Hein. Et surtout le milieu. Pourquoi qu'on dit le milieu artistique? L'art, c'est beau. Il n'y a pas plus noble. Moi, vous savez, quand je chante, vous voyez le trippé là. Juste fait. Oui. Je commence à chauffer ma voix dans la dernière titre. Eh bien, vous savez, c'est pas pour. Comment je suis heureux là. Oui. Je suis un peu soulagé. La musique, c'est un soin spirituel, moral et physique. Et comme on appelle ça, Avicenne, Abou Nawas, ils soignent à un moment donné les malades avec la musique. Bien sûr, la musicothérapie, c'est sûr. Et c'est important justement. Et je reviens sur cette méchanceté qu'on vous a fait. Le plus important, c'est que vous avez gardé votre âme, vous avez gardé votre bienveillance et vous continuez à donner et à partager. Et c'est ça la plus grande des forces des personnes qui... Vous avez dit que nous, on fait du bien, mais on reçoit le mal. Mais en réalité, ce n'est pas que vous recevez le mal. C'est juste que vous êtes un miroir de l'autre, de ce qui ne supporte pas en lui. Et comme il vous voit rayonnant, lumineux, bienveillant, il ne supporte pas ça parce que lui-même, il n'arrive pas à accéder à ça. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle aussi, il y a aussi un processus qui est important de faire, c'est la compassion. Même si c'est dur, c'est très dur d'avoir de la compassion pour quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous attaque. Mais en réalité, cette personne qui vous fait du mal, c'est une personne qui a un gros mal-être. C'est une personne qui est malheureusement envieuse, jalouse et qui n'est pas heureuse. Donc c'est important de comprendre que il faut absolument prendre de la distance et malgré ces attaques, il faut garder votre joie de vivre, il faut garder cette lumière en vous, cet amour de l'art, cet amour aussi pour chacun qui nous regarde. Restez tel que vous êtes, ne changez pas parce qu'une personne va vous critiquer, vous attaquer ou vous faire du mal. Le plus important, c'est d'être vous-même. Voilà, ce qui compte, c'est vous. Il y a aussi la gratitude. Soyez dans de la gratitude. Pourquoi la gratitude? Parce que soyez dans cette gratitude de dire que merci mon Dieu, vous n'êtes pas parmi ces personnes qui sont malveillantes, qui sont jalouses, qui font du mal gratuitement. Merci mon Dieu d'être bienveillant, d'avoir cette joie de vivre, cette lumière. Parce que le plus important justement, c'est de ne pas ressembler à ces personnes qui sont malheureuses et qui font du mal. Attention aussi de ne pas répondre par le mal au mal. Donc ce qui est important, pourquoi? Parce que si vous répondez au mal par le mal, vous nourrissez l'obscurité, vous nourrissez l'obscurantisme et vous perdez de votre lumière, vous perdez de votre joie de vivre, vous perdez de votre sincérité. Et donc les effets désastreux, malheureusement, de la méchanceté humaine, si vous partez dans cette noirceur, parce que nous avons, comme vous avez dit, nous avons tous le bien et le mal, nous avons tous en nous ces côtés de jalousie, de malveillance malheureusement, mais en fonction de votre éducation, vous allez nourrir soit la lumière, soit l'obscurité. Donc on ne rend pas le mal par le mal, comme dirait Maître Yoda dans Star Wars. Justement, si on attaque l'obscurité, et par la colère, et ben malheureusement ça baisse notre énergie. La force est en nous lorsque nous sommes dans la lumière. Et ce qui est important aussi pour finir, ce que je dirais, c'est créez-vous des cercles d'amis ou des personnes qui vous aiment sincèrement, qui ne vont jamais vous critiquer, qui ne vont pas être hypocrites derrière votre dos. Des personnes qui vont vouloir vous monter et qui vont vous encourager à croire en vos rêves. N'écoutez pas les personnes qui vous disent « non, c'est pas possible, tu ne vas pas y arriver, tu n'as pas la force et la capacité d'y arriver ». Vous avez tous en vous cette capacité, cette force, donc rendez plutôt... ce qui est important, c'est voilà, garder cette lumière, garder cette joie de vivre. Comme vous, Sadok, malgré les attaques, voilà, vous êtes là. Moi, récemment, par exemple, juste pour confirmer ce que vous dites, pour la méchanceté des gens. Donc moi, quand j'ai vu les jeunes
les jeunes surtout dans tout me citer parce que ici, dans le 93, j'habite d'ailleurs, je suis heureux avec tout le Stade de France. Et les jeunes au Maghreb, je dis mais les pauvres ils sont perdus, ils ont une énergie, une créativité, mais ils n'avaient pas le moyen. Et ça me déchire, tu vois. J'ai dit, les gens ils me poussent à revenir. Je suis revenu, bon, c'est ce qu'ils disent les gens. Mon entourage compris. Hein. Ouais. Il a pas honte, les cheveux blonds, bientôt grand-père, il a des gars. Jusqu'à arriver à monter. Ils ont essayé de monter mes enfants, mais mes garçons, ils n'ont rien à foutre. Parce qu'ils savent. Ils savent tout sur moi. Et là, Dieu merci, j'ai une épouse aussi, qu'elle a expliqué une partie, mais mes sœurs, ils ont expliqué. Certains gens qui m'ont connu, ils l'ont dit, votre père en plein célébrité, il allait devenir Michael Jackson des Arabes. Je vous le dis. Avec tout le respect que je dois aux contratistes. Moi, je connais James avec mon producteur, mais j'ai failli. Beaucoup de... Prends l'ange et tu vas chanter avec ces gens-là, tu vas dire... Ça donne 2 mots, hein, c'est la fin. Ouais. Et Dieu merci, mes enfants, ils ont compris, ils ont dit, il fait sa vie. Et oui, ils ne volent pas. Donc, ils ont essayé. Hein, mais au contraire, vous voyez, je ne sais pas, Inch'Allah, vous soyez dans mon concert un jour. Et moi, je suis content quand je vois des petits jeunes comme ça. Bien sûr. Qui adorent. Donc, mon message, il passe. Oui. Donc, ces gens-là... mais le plus important, à côté, c'est ce que vous transmettez, c'est votre lumière. Et vivez chaque jour comme si c'est le dernier jour de votre vie. Et puis on peut avoir les cheveux blancs ou pas de cheveux ou ce que vous voulez. Il n'y a pas d'âge pour transmettre de la joie. Et je pense que c'est votre mission de vie. Ben, moi, moi, je fais d'ailleurs des chansons. J'ai fait des chansons tristes, tout ça, dans mon carrière, la reste surtout. J'aime bien la joie. Moi, je ne suis pas un chanteur qui est planté comme un poteau, comme ça, derrière ce micro. J'aime participer. Vous vibrez et vous transmettez. Oui, voilà. Merci beaucoup, Sadok Tounsi, d'avoir été avec nous dans cette émission Tout en couleur. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Je pense que votre actualité sur les réseaux, Sadok Tounsi. Merci beaucoup, d'ailleurs. Je tiens à te remercier. Ça passait tellement vite. Oui. Quand il m'a dit 50 000, je dis waouh, c'est long. Ça passe très vite. Franchement, c'est pas pour te faire plaisir. Merci à toute l'équipe de RTV. Franchement, sympa, local magnifique, des jeunes, machallah. Donc, si vous me trouvez, moi, j'ai pas, comme vous le savez, avec YouTube, on a plus de producteurs pour l'instant. Pourquoi pas peut-être à Universal un jour, mais pour ça, c'est un travail à faire. Donc, vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux, sur Internet. Et j'ai notamment avec une radio connu, je fais tout un programme instrumental. Super. Sur toutes mes chansons. Sur YouTube, Sadok Tounsi avec des I, Sadok Tounsi comme c'est marqué. Instagram, TikTok. Tous les réseaux, voilà. Vous allez le trouver. Sadok Tounsi, tous mes clips. Je vous demande de partager beaucoup à Max parce que j'ai besoin de vous. Parce que voilà, on n'a pas de producteur, donc il faut qu'on rentre un peu de pépette pour on peut produire du mieux. Voilà, et je suis là. Eh ben merci en tout cas. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur RTV dans l'émission Tout en couleur. On vous dit à très bientôt. Au revoir.